No Other Choice est la deuxième adaptation d'un roman américain de Donald E. Westlake qui s'appelle The Axe, ou Le Couperet en français. Oui, Le Couperet est donc le titre que Costa Gavras a donné dans sa première adaptation du roman en 2005 avec José Garcia. Nous n'avons pas vu le film ici. Et Parchanouk donc revisite le roman et potentiellement le film de Costa Gavras. Nous ne pourrons pas le dire parce que on n'a pas vu. Et tu as préféré lire Léo de Hurlevent à choisir. Au Couperet. Voilà. Pour cette émission. Et l'histoire donc on suit l'histoire d'un personnage qui est, on dirait, un homme un père de famille plutôt petite bourgeoise qui vit dans une grande maison avec ses enfants, sa femme, leur deux chiens, et qui, du jour au lendemain, va se faire éjecter de sa boîte et va, par tous les moyens, essayer de retrouver un boulot dans la même spécialité, c'est-à-dire le papier. Et pour cela, il va se mettre à assassiner les autres candidats à son potentiel poste. Park Chan-wook, on peut peut-être le remettre un tout petit peu en contexte. C'est un cinéaste donc sud-coréen qui a commencé dans les années 90 et qui a surtout émergé grâce à un film qui s'appelle JSA, Joint Security Area, qui est un peu son premier qui a eu un rayonnement international. Déjà par son sujet, parce que c'est un film à frontière entre les deux Corées. Exactement, c'est un film sur un moment de tension entre la Corée du Sud et la Corée du Nord vis-à-vis d'un petit événement. Le film est plutôt intéressant, même si déjà, à mes yeux, un peu marqué par, on va dire, les défauts qui vont inhérer au cinéma de Park Chan-wook, c'est-à-dire peut-être des fois un trop grand formalisme qui peut un peu abîmer la nature du réel qu'il est en train de filmer, du jeu des comédiens et un peu de tout ça, quoi. Et c'est un cinéaste qui est un peu souvent considéré comme inégal. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent, notamment par exemple pour un film qui s'appelle Old Boy, qui fait partie de la trilogie de la vengeance du début des années 2000, ou Mademoiselle, qui est sorti en 2016, qui était à Cannes à l'époque. Son dernier film, c'était Decision to Live. Et donc, avec celui-ci, comment est-ce qu'il essaye de ressaisir son style en parlant de cette histoire qui, pour le coup, est un peu différente de ce qu'il a pu avoir l'habitude de traiter. Le film en branchant un peu plus du côté de l'humour, oui, c'est ça, alors que d'habitude, on est plus du côté du drame vraiment à 100%. Quoi. Même s'il y a toujours un petit peu de comédie, mais qui est plutôt secondaire. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a un côté dans ce film-là un peu farce noire, puisque très macabre, et en même temps, évidemment, l'aventure d'un homme qui s'improvise assassin un petit peu du jour au lendemain amène son lot de péripéties, de burlesques, etc., de maladresses qui vont nourrir effectivement une part de comique ou d'incongruité. Je parlais un peu du style Park Chan-wook, et c'est vrai que moi j'avais pas très confiant devant le film parce que j'ai vu que Mademoiselle et Decision to Live, et je trouve que c'est tous les deux des films très très lourds, soit scénaristiquement, soit en termes de mise en scène. Je dirais que, et ça on le retrouve quand même à mon sens dans Aucun autre choix, même si je l'ai préféré aux deux autres films, mais c'est, je dirais, un cinéaste de la quantité qui va multiplier vraiment les plans, les trouvailles formelles autant que possible, quoi. C'est-à-dire qu'un peu là où un cinéaste plus où la moyenne des cinéastes ferait un plan, lui va en faire 3 ou 4, avec souvent des mouvements d'appareil un petit peu compliqués, des effets de surimpression. Voilà, et donc il y a un côté comme ça, film un peu surchargé. On peut penser par exemple à Bong Joon-ho, qui est un peu l'autre leader du cinéma sud-coréen, qui a tendance à, dans son cinéma, quand même beaucoup plus se mettre en retrait, plus dans ses premiers films, typiquement dans Memories of Murder. Il y a moins ce côté, là c'est vrai qu'il y a quelques moments, même si ça m'a moins embêté que dans Decision to Live, où pour le dire un peu grossièrement, on est obligé d'attendre que la caméra arrête de gigoter pour que le film puisse se poursuivre, quoi. Il y a, à mon avis, beaucoup de moments où la mise en scène est comme ça, très démonstrative et presque un peu gratuite, au sens où disons que c'est autant il y a quelques plans qui me semblent assez bien vus, assez bien trouvés, des effets plastiques qui s'accordent de manière assez belle à ce qui est un peu la toile de fond du film, la relation entre les personnages, etc. Autant ça me semble pas être le cas de la majorité, on va dire, des plans, et j'ai un peu l'impression que, pour le dire aussi grossièrement, mais il tire un peu à vue, quoi. C'est-à-dire, il va faire 5 plans, et dans les 5, il y en a un qui sera très très bien, et les 4 autres qui sont un petit peu voilà, dont on pourrait presque se passer. Maintenant, ce côté un peu foisonnant, je trouve qu'il passe plus naturellement dans le ton de ce film-là, quoi. Là où Decision to Live était vraiment un film un peu,
qui reposait en tout cas sur un cœur un peu sentimental, une relation un peu d'amour, de désir entre deux personnages, etc. Des jeux de faux semblants et tout. Là, il y a effectivement ce côté plus ouvertement comique qui fait que, voilà, d'une certaine manière, le foisonnement visuel du film s'accorde aussi à l'espèce de surcharge un peu subie par ce personnage qui est un peu sur tous les fronts, qui doit maintenir, voilà, faire bonne figure auprès de sa famille et de ses proches, tout en conduisant sa sombre besogne. Et donc, moi je trouve que ce film-là, à mon avis, enfin moi en tout cas, je l'ai largement préféré, même si, pour prendre des exemples un peu concrets, je trouve quand même que c'est un cinéaste assez lourd. Il y a une scène plutôt vers le début du film où le personnage principal passe un entretien d'embauche et la scène repose sur le fait que il a la lumière se reflète sur le bâtiment d'en face et donc l'éblouit. Et je dirais que le film va ânonner un peu cette idée-là pendant les 3 minutes que dure la scène où tous les plans vont comme ça être très surexposés, etc. Je trouve qu'il y a un côté voilà, assez lourd, même chose pour une scène un peu plus loin où une sorte d'embryon de crime vire à la dispute et est recouvert de musique comme ça un peu assourdissante et la scène s'étire, voilà, il y a un côté un peu voilà, surchargé, cacophonique parfois dans le film, même si je trouve que plus il avance, plus on va dire les choses s'affinent et finalement le film trouve un rythme de croisière aussi dans ce côté un peu baroque comme ça, débridé. Voilà. C'est sûr que c'est un film vraiment, comme vous l'avez décrit, je trouve la comparaison à Bong Joon-ho est très pertinente. Moi je l'ai aussi beaucoup vu comme ça, un peu comme surtout parce que c'est un film effectivement très très drôle, mais en fait avec un revers très sombre et une charge sociale, politique. C'est un pamphlet, ce film, sur l'état du monde du travail en Corée, mais c'est un peu dans l'ensemble du monde comme ça, ultra libéral, capitaliste, des gens qui en fait du jour au lendemain perdent tout ce qui faisait leur statut social, leur reconnaissance, voilà. Et donc c'est un film pour la reconquête de son poste, et j'aime assez bien la séquence finale où il finit par... la séquence finale est magnifique. Je trouve que c'est touchant, et c'est un film voilà, qui, à mon avis, a toutes les qualités et aussi finalement les défauts du cinéma coréen qui est aujourd'hui assez dominant, et je trouve dans l'ensemble quand même très très bon. Enfin, moi j'avais bien aimé Parasite avec des réserves, et je pensais pas que c'était un chef-d'œuvre absolu, mais c'était un film que j'avais trouvé extrêmement agréable et bien fait, quoi. Et je trouve en fait ce film a un peu les mêmes qualités, même si sans doute effectivement au bout d'un moment je le trouve un peu plus lassant, peut-être parce que Park Chan-wook a la main plus lourde, c'est sûr, mais on sent quand même que c'est vraiment un cinéaste qui s'amuse, et peut-être que c'est vrai qu'il y a un côté légèrement voilà, presque exercice de style, de mise en scène. Il y a des moments où ça fonctionne pas. Je pense à la scène dont tu parles avec la musique. Moi, c'est pas tant avec la musique qui recouvre les dialogues, c'est pas tant ça qui m'a dérangé que à ce moment-là, donc il pointe son pistolet sur, je crois qu'on le voit dans la bande-annonce, il pointe son pistolet sur l'homme qu'il veut abattre, et il le cache derrière. Oui, c'est ça. Mais avant, il le cache derrière. C'est ça, c'est un gant de cuisine et plein d'autres trucs. Enfin, c'est un gag que je trouve n'a pas trop de sens. Enfin, je trouvais que voilà, ça me fait penser au gag dans, comment ça s'appelait, Suricat, Movies versus Life, quand il enlève son masque, il y en a 3 derrière. Ça m'a fait penser à ce gag-là. Bon, mais c'est tellement, le mot est juste, foisonnant, sans limite. Enfin, on sent que voilà, il n'y a pas d'esprit de sérieux. Il a envie de triturer le cinéma. Je trouve la première séquence est très très étonnante sur la musique. Pour nous, c'est bizarre parce que c'est la musique d'ouverture du logo de Gaumont, je crois. Le 13e le truc de Mozart, l'adagio là, de Mozart, mais je crois que c'est pas une musique pour nous d'un studio de production Gaumont, enfin, avec la marguerite, enfin je sais plus, rouge, je suis nul en fleurs aussi, pourtant les fleurs sont importantes dans le film, mais... et voilà, donc cette scène là avec encore une fois les pétales dans la scène qui annonce le printemps, enfin il y a un côté totalement féerique, des plans presque à ce moment là irréalistes qui font un peu, enfin il y a un plan où il y a toute la famille est réunie, où on les voit eux avec une lumière extrêmement artificielle qui fait un peu penser à le vent, mais bon, on en reparlera après. Enfin voilà, je trouve que globalement le film en fait s'accorde tout un tas de libertés, et vraiment se délecte. Enfin voilà, moi je l'ai pris vraiment comme un grand 8, très, très amusant, un peu long peut-être, mais qui tient pas trop la distance, mais extrêmement voilà, plaisant à regarder, quoi. Mais c'est sûr que le côté hyper foisonnant du film, pour le coup,
déjà au-delà du ton plus burlesque, plus comique que les autres films de Park Chan-wook, il y a aussi une association thématique qui fonctionne, c'est-à-dire que on est vraiment dans une sorte d'accumulation capitaliste aussi, une sorte de parallèle entre l'accumulation des biens, l'accumulation des choses et l'accumulation des plans, des effets de style. Et on pense à tous les petits trucs du quotidien qui embellissent entre guillemets d'habitude la vie de cette famille, c'est-à-dire le violoncelle, le tennis, les visites chez le dentiste, etc. Et quand la perte donc un peu de ces choses va advenir, il y a toujours un attachement ou une recherche du même rythme de vie qui va plutôt passer du coup par la mise en scène, j'ai la sensation, donc par l'accumulation des petites choses, des effets visuels qu'on a pu trouver, qu'on a pu décrire. Et un qui m'intéresse particulièrement, c'est le traitement de la lumière dans le film. Déjà, anecdotiquement, la première boîte dont il part s'appelle Sun, et il finit dans une boîte qui s'appelle Moon. Et va y avoir comme ça, tout du long du film, une sorte de trajet lumineux, on va dire, où il va commencer sur un soleil éclatant et va se terminer de nuit, quoi. Bravo. Et même, il apprend, un des tout premiers moments du film où il va regarder un petit papier que lui a envoyé sa boîte, la caméra pointe vers le soleil et le papier est mis entre le soleil et lui, comme si justement ce qui permettait à cet homme de s'abriter de la violence du soleil, c'était son travail, c'était ce que représentait cette entreprise de papier, quoi. Et il y a un traitement qui est, du coup, je sais pas s'il est de l'ordre de l'étalonnage ou de la prise de vue, mais de la légère surexposition du soleil, qui fait qu'il y a beaucoup de séquences où on ressent particulièrement, j'avais jamais vu un film réussir ça comme ça avant, l'éclat et un peu l'aveuglement, la lourdeur du soleil. Typiquement, je me suis dit qu'un film comme L'étranger, celui de Ozon, avait pas réussi à faire ça, quoi. Il y a là, notamment la séquence par exemple où le personnage principal va finir par lever un vase au-dessus d'un homme. C'est une sorte de petite poursuite dans la ville de jour, et en fait tous les éclats partout sont surex. Évidemment, il y a la scène que tu as mentionnée précédemment où il se fait littéralement aveugler et éblouir. Et donc je trouve qu'il y a des petites trouvailles comme ça, et on parlait aussi par exemple de la fin du film où tout va se jouer au niveau du son, qui est une très très belle idée qu'on vous dévoilera pas forcément ici pour vous garder quand même un peu de surprise. Mais donc cette accumulation fonctionne, mais je trouve en effet que le film souffre probablement d'un problème de rythme. C'est pas forcément entre guillemets une critique esthétique, parce que c'est, si. je sais pas si elle a un vecteur de sens ou quoi que ce soit, mais force est de reconnaître que comme vous avez pu le dire, il y a un problème, un moment de redondance. On a l'impression peut-être que c'est parce que cette idée de la contamination du problème du père au reste de la famille, qui va passer par donc la mère qui perd ses petites activités, son fils qui va se mettre à voler des téléphones, etc. En fait, ça crée des scènes secondaires à l'intrigue pour lesquelles Park Chan-wook passe beaucoup de temps. Et peut-être que ces séquences auraient pu être enlevées au montage. Je pense notamment à la scène de la soirée dansante entre la femme et le personnage principal, où en fait ça prend un énorme bout de l'intrigue. Un énorme, ça prend 15-20 minutes. 15 minutes quand même. Ah oui, tant que ça. Je pense. Okay. Pareil pour la scène avec le fils qui vole le téléphone. Bref. Et bon, après, est-ce que c'est parce que Park Chan-wook est producteur maintenant de ses films et du coup il a pas un peu. Ouais, c'est ça. Est-ce que il se dit non, mais c'est hyper important. Peut-être que c'est aussi une intention d'avoir le matériau de base du roman, donc on n'a pas lu. Et il y a un dernier truc que je voulais dire vis-à-vis du rythme, c'est aussi que le tout premier meurtre est de très loin le plus long en termes d'organisation, de préparation, etc. Et en fait, devant le film, j'ai eu une légère déception parce qu'à un moment, je me suis dit, en fait, ça va être l'histoire que d'un meurtre, quoi. Genre, le truc est tellement laborieux pour ce gars qui n'en a jamais tué que, en fait, il va être empêtré par l'incapacité et les complexifications de ce truc-là pendant tout le film. Bon, finalement, non, mais... Mais tu vois, tu parles du rythme. En fait, je pense que d'une certaine manière, c'est un peu toujours le paradoxe de rythme et rapidité, mais je pense que les moments que je préfère dans le film sont peut-être les plus calmes
Et les moments qui me lassent le plus, plutôt ceux au début du film, je trouve que ça va très très vite. La mise en place, à peine il est licencié, qu'on le voit dans une espèce de truc de thérapie pour accepter que voilà, il va peut-être retrouver un travail, etc. Je trouve que la mise en place comme ça bombarde un peu et c'est un petit peu, voilà, pas assourdissant, mais il y a un côté comme ça qui t'anesthésie un petit peu, quoi. Et j'aime au contraire bien, je pense, que le film ménage des moments qui visent plus presque à l'incarnation des personnages, parce que c'est quelque chose aussi, je pense que j'aime, enfin, comment dire, qui serait un corollaire un peu négatif du style comme ça très explosif, c'est-à-dire que beaucoup des personnages secondaires sont, ou en tout cas pourraient être un peu des caricatures, quoi. Il y a un côté, vu que les traits sont un peu soulignés, au début quand on rencontre ces victimes, notamment le couple sur lequel on s'attarde le plus de temps, on se dit bon, c'est un peu une espèce de cliché XXL voilà, de ce couple qui s'entend plus, avec la femme infidèle, c'est ça, le mec espèce de blague potache de paix. Bon, ça c'est pas ce que je préfère dans le film, mais je trouve que le film réussit quand même à nous avoir un petit peu sur la véracité de ces personnages, et ça passe notamment par cette idée, je sais pas si c'est dans le livre peut-être, mais que finalement le héros va beaucoup projeter sa propre vie, se reconnaître en fait dans ses cibles, quoi. C'est-à-dire qu'il part en les considérant comme des adversaires, même si la première scène est assez intéressante, enfin la scène où il planifie un peu les meurtres, puisque il a en gros les CV de ses potentiels compétiteurs et finit par ajouter le sien et essayer de se regarder lui-même avec les yeux d'un recruteur pour savoir, bon, je me recruterai avant celui-là, donc lui j'ai pas besoin de le tuer, etc. Donc il y a cette idée que lui va un peu être presque la quatrième victime un peu de ce petit système, et j'aime bien cette idée que à mon avis le film travaille aussi quelque chose du côté plus intime, pas que de la comédie noire, mais aussi un truc un peu de les tourments de cette existence précaire qui ressurgissent dans sa relation avec sa femme et tout. Il y a quelques belles scènes, notamment une scène où ils dansent un peu dans leur chambre, qui a pour le coup un plan relativement long, sans trop que des effets de montage, etc., l'entrecoupe, où on sent que les mots qu'il a entendus chez une de ses victimes ressurgissent et tout. Donc je trouve qu'il y a quand même cette idée assez belle que la conséquence, on va dire, de cette espèce d'économie de marché implacable, c'est qu'on s'en prend à ceux qui nous ressemblent exactement, quoi. En fait, ceux qui sont presque nos égaux se transforment en nos adversaires, et le film, je trouve, jongle assez bien sur cette idée-là, quoi. Non, à propos de cette scène où ils dansent dans leur chambre, je suis d'accord pour dire qu'elle est belle, mais moi j'étais un peu perturbé à ce moment-là parce que en fait, je regardais beaucoup l'effet technique de mais il n'y a pas le reflet de la caméra dans le miroir, comment ça marche et tout. Il y a un miroir dans cette scène. Et du coup, j'étais un petit peu. Enfin, moi, j'ai cru que ça se voyait vraiment, donc je me suis dit, mais pourquoi il fait ça alors que c'est touchant en fait ce qui se passe, et pourquoi il parasite la scène de cette prouesse, disons, mais qui n'a pas tant de sens que ça. Mais je suis d'accord pour dire que. Mais moi, c'est ce que j'aime bien dans le cinéma coréen, que je connais pas du tout bien, encore une fois, mais c'est que c'est des films, je trouve, avec beaucoup de ruptures de ton, de mélange. Oui, ça, c'est clair. Il y a plein de choses dans ces films, c'est touchant. Moi, une scène qui me touche beaucoup, enfin, une réplique, c'est très court, mais quand il va tuer la première victime, qui est celui, je trouve, auquel il s'attache il s'attache en fait aux deux premiers pour des raisons différentes, mais lui il est très touchant parce qu'on a l'impression que c'est sa version à lui, mais poussée de quelques années, quoi. Et quand cet homme-là affalé dans son fauteuil, totalement détruit parce qu'il vient d'apprendre sa femme le tromper aussi, un peu de temps avant, il hurle dans un sanglot, mais non, mais moi je suis un ingénieur, je peux pas faire ce que tu me dis d'ouvrir un café. Et je trouve que là c'est très très touchant, on sent la détresse de celui qui a vraiment tout perdu, et qui a surtout perdu en fait sa dignité, ce qui représentait pour lui la dignité, et ça advient dans une scène qui est par ailleurs totalement farfelue, grotesque, totalement comique, avec la musique. Je suis d'accord que c'était lourd, mais moi j'aimais beaucoup la musique. Je trouvais la scène avait un sacré rythme. Il fermait les yeux. Et totalement. Ce que j'aime aussi dans le cinéma coréen, dans ce film en particulier, c'est l'imprévisibilité. L'impression, ça se joue pas forcément à l'échelle du film, mais il y a beaucoup de séquences, on se dit mais comment ça va finir, même les séquences mineures comme celle avec le gosse sur son vélo, on se demande, peut-être le gosse va rentrer, il va surprendre son père, en fait lui est déjà arrivé, ce qu'il trouve le vélo déjà dans la boue de la maison, et donc tout est un peu comme ça, où moi je prenais du plaisir à ne jamais vraiment savoir où le film allait, et je trouve que c'est relativement rare quand même aujourd'hui ce genre de truc,
Et voilà, c'est principalement ces aspects-là, vraiment la capacité à sauter presque pas d'un genre à l'autre, mais d'une émotion à l'autre dans la scène. Je suis d'accord pour dire qu'en fait, tout ce qui concerne le premier meurtre est la meilleure chose du film. Enfin, la préparation, même le moment où il l'appelle, enfin, c'est extrêmement drôle. Enfin bon, voilà, mais la scène où il le suit pour la première fois dans la forêt et qu'ensuite la femme le rejoint, je trouve là c'est très très bien. Et ce que j'aime beaucoup à ce moment-là, je sais pas si c'est un tout petit détail, mais je me suis dit c'est tellement dur de bien mettre en scène ça en termes de regard. Donc lui il est derrière eux, il les suit, bon ça c'est drôle mais on l'a vu plein de fois. Et à un moment donné le couple les deux marchent pas exactement à la même allure, la femme s'arrête derrière et du coup l'homme prend quelques mètres d'avance et à un moment donné se retourne et donc risque de voir le personnage principal qui est caché un peu loin. Et là il y a un gros plan plutôt du personnage qui se retourne et ensuite je sais même pas comment il fait, je pense qu'il y a un très fort dézoom, enfin il y a 2 plans mais on le voit lui caché dans l'arbre, il y a un raccord dans l'axe magistral immense et on comprend exactement la peur qu'il a à être vu. Et en même temps juste avant on était dans la scène du couple qui parlait, enfin, je trouvais que c'était vraiment très très bien filmé et monté à ce moment-là. Et en fait souvent c'est ça qui moi a plus retenu mon attention dans ce film, c'est ponctuellement de belles trouvailles, quoi, de belles idées. Je trouve par exemple tout ce qui touche aux appels vidéo avec au fond le décor, un type en train de crever ou la femme qui lui aspire le venin dans la jambe et en même temps il parle avec sa femme en face cam. C'est hilarant, je trouve, ce genre de moment là. Je suis d'accord que il a clairement il a trouvé une belle façon de filmer les écrans et un peu les interfaces au cinéma, et ça me rendrait presque curieux de le voir faire un film uniquement là-dessus, ou en tout cas qui se pose vraiment la question de la communication à l'ère du contemporain. Je pense que ce serait potentiellement un excellent cinéaste pour le faire, d'autant plus que souvent parce qu'il filme un écran, il peut pas faire d'effet de caméra derrière, quoi. Il est obligé de laisser sa caméra filmer l'écran, et comme ça l'image est un peu plus marquante, même si il trouve toujours un petit peu des petits effets, typiquement le moment où une femme doit choisir sur une tablette un modèle de pistolet. Ah oui, c'est vrai. Il y a un petit effet de reflet dans l'écran, etc. Mais ça me semble quand même juste. C'est ça un moment au début aussi. Il regarde une publicité ou un entretien avec un type et on le voit ensuite. On pense que l'image est en plein écran et en fait, il y a comme un changement de point et on le voit lui dans le reflet dans son ordinateur. Ensuite, il baisse. Je trouve là le raccord aussi très bien. Il baisse l'écran puis on le voit dans son espèce de serre. Enfin bon. Mais tout à fait. Mais c'est intéressant que le téléphone soit, contrairement à beaucoup de façons de le mettre en scène, pas exclu du réel, comme si on filmait le téléphone. Là, il y a toujours un jeu avec le contexte, ancré dans un. C'est intéressant. J'ai une question pour le chat. Est-ce que vous connaissez la règle des 180 degrés, qui est une règle maintenant un petit peu connue, mais c'est des schémas dans le chat. Parce que sinon je peux vous en... Attendez. Tu veux qu'on fasse ça va être hyper chiant. Absolu de cinéma. Non, mais c'est absolu de cinéma, regardez. Attends. Ça va être hyper chiant. Tout ça, ce sera coupé. Là. Quand ça sortira sur YouTube, ce sera coupé. Qu'est-ce qui se passe ? La règle des 180 degrés, c'est que quand on filme une discussion, un dialogue, voilà, comme entre Clément et Mathieu, il faut rester du même côté de la ligne. C'est-à-dire que là, par exemple, si je zoome... Attends, mais tu veux pas qu'on se mette plutôt dans la profondeur, du coup ? Ça va être compliqué à faire. Ah oui, là, tu fais carrément la mise en scène, quoi. Voilà, là, je fais du cinéma. Vous voyez, pour saisir bien, on passe de lui... Voilà. Non, mais reste sur Clément. Voilà, et tac. Hop là. On est sur Clément de l'autre côté. Voilà, là, vous comprenez bien. Clément regarde à gauche, Mathieu regarde à droite, au play. Donc ça, c'est la règle des 180 degrés. C'est-à-dire que il faut que la caméra reste du même côté. On imagine une ligne imaginaire entre les deux personnages qui se parlent. C'est Park Chan-wook qui nous fait faire des trucs. C'est une règle de champ contre champ. Voilà, exactement. Et en fait, il se trouve que Park Chan-wook, à plein de moments, ils sont contre-fous. Non, c'est pas qu'ils sont fous. Ah oui, non, c'est d'accord. Que il se dit que ça l'ennuie d'être bloqué d'un côté de cette ligne des 180 degrés. Et à plein de moments, il va... à plein de scènes de dialogue, il va casser la scène des 180 degrés pour un peu dynamiser, on dirait, la séquence. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé devant le film, je pense. Ah, d'accord. Notamment, en fait, il y a une façon de le faire qui est plus élégante, c'est-à-dire que de simplement couper, parce que la coupe, du coup, elle crée une sorte de problème chez le spectateur, c'est que Park Chan-wook qui fait un travelling, c'est-à-dire que la caméra est d'un côté, elle passe derrière Mathieu, comme ça, et du coup... on est de l'autre côté, de la ligne des 180 degrés, ensuite on peut repartir de l'autre. Bref. Et en fait... Faire ça une fois, 2 fois, pourquoi pas, mais le film, en fait, il y en a vraiment, j'ai l'impression, à chaque champ contre champ, qui crée vraiment...
une sensation de trop plein et comme quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure, un peu d'effet presque gadget quoi. Et en fait ça finit par être épuisant. Et le pire c'est que j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup un cinéaste qui réfléchit ses plans un peu en avance pour avoir des plans marquants, un truc de l'ordre de l'image qui se fiche sur la rétine. Sauf que en fait, à nous balancer tellement de trucs à la seconde, c'est vraiment contre-productif et on finit par avoir très peu d'images qui nous restent en tête vraiment, quoi. Ça devient un peu chaotique, en fait, parce que c'est bien de relever la question de la règle des 180 degrés, parce que quelqu'un dans le chat dit certains cinéastes s'en préoccupent pas, et disons que t'en as un peu besoin pour donner des repères aux spectateurs. Des fois, l'espace est suffisamment clair et tu peux t'en affranchir. Mais là, c'est vrai que vu que le film va quand même très vite, des fois, moi, j'étais un tout petit peu perdu. Enfin, il y a beaucoup d'éléments simultanés. Il y a des scènes même où toute la scène où il va parler à un type dans les toilettes et tout. Ça, j'ai pas trop compris d'où ça sortait. Mais vous compreniez pas là, je l'ai perdu. Vous compreniez pas la spatialisation de la scène ou son sens scénaristique? Sa spatialisation, quoi. La mise en scène, disons. Disons, le temps de digérer un plan, il y en a déjà un ou deux autres qui sont apparus. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant. Mais cela dit, moi, j'ai pas été trop perdu. J'ai été perdu d'un point de vue scénaristique dans le film, mais pas trop d'un point de vue de l'espace. Non, mais je trouve que ça donne la sensation, pas d'un tout parfaitement chorégraphié, et plus un truc un peu qui mitraille comme ça. Mais je trouve qu'il y a quand même justement des plans où il arrive à créer des choses assez belles. Moi j'aime bien le moment du pot de fleurs qui donne l'affiche. Je trouve que il y a cette très belle idée que le pot de fleurs goûte sur sa tête, c'est génial, que de l'eau goûte, qui à la fois souligne un peu la gravité de dire il a 2 doigts de le lâcher, ça va tomber comme les gouttes d'eau, et en même temps du coup on dirait qu'il est recouvert de sueur, etc. C'est panique et voilà, c'est très bon. Et je trouve qu'il y a c'est aussi, pardon, très vite, c'est aussi un peu le détail qu'il n'avait pas prévu et qui rend la scène drôle en même temps. C'est ça, que ça lui pissouille. Je trouve que c'est là, pardon, c'est long du coup, mais je trouve que c'est une petite touche où on se dit, il y a quand même de l'inventivité. C'est une toute petite chose, mais d'abord ça traduit sa réalité. Enfin, il y a de l'autre dans les pots de fleurs et quand on te soulève, voilà. Mais je sais pas, pour moi c'est vraiment le détail qui va bien, quoi. Mais ça se voit que c'est un gars qui maîtrise quand même sa mise en scène. Et moi j'ai un autre exemple comme ça de moment où je me suis dit tiens, voilà un plan d'une subtilité équivoque. C'est quand sa femme est à la soirée de danse et où elle va se mettre à danser avec un homme que jalouse le personnage principal. Parchenou va faire un gros plan sur les pieds de la mère, de la femme, pour nous rappeler une ligne de dialogue du début du film où elle avait dit à son mari on n'offre pas des chaussures à sa femme parce que sinon elle va s'en partir elle va s'en servir pour s'enfuir avec. Et donc en fait juste un gros plan. C'est beau. En fait il sait que tu comprends que l'objet chaussure fait référence à celui du début, etc. Donc en fait c'est quand même un gars, en effet il mitraille beaucoup, etc. Mais il faut quand même dire que le mec sait ce qu'il fait, quoi. Enfin il y a vraiment il y a un vrai regard de cinéaste derrière. Et je trouve que un peu le pic de ce côté un peu liberté plastique, ce serait la dernière scène de meurtre où il y a tout un espèce d'entrelacement avec des fondus, etc. Un moment, il y a une très belle idée d'un coup de pelle qui donne l'impression de retourner dans son lit la femme du personnage principal. Et il y a presque là je trouve une dimension plus très noire, mais pas du tout comique, presque un peu chabrolienne qu'est-ce qui cimente aussi le couple bourgeois, c'est une sorte de complicité dans jusqu'à où ils peuvent aller pour le consolider, quoi. Est-ce que la morbidité n'est pas un peu le contre-champ ou l'envers comme ça obligatoire presque de l'idée d'être accroché comme ça à son statut, etc. Ça je trouve que c'est assez intéressant et donc ça dépasse le simple postulat de genre, quoi, du film. Je trouve qu'il y a une espèce de noirceur assez intéressante, un peu comme la fin de Gone Girl aussi par exemple, cette espèce de voilà. Je trouve que c'était ça complexifiait de manière assez bienvenue finalement les rapports entre les personnages. Tout à fait. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur le film ? Non, rien en fait. Moi j'aimais bien. Non mais je sais pas si on peut dire. Qu'est-ce que j'aime bien je trouve dans la scène du repas où la mère commence à annoncer à toute la famille ce à quoi il va falloir renoncer pour continuer à avancer comme ça. J'aime bien plusieurs choses. Enfin, le fait qu'à la fin elle dise des choses sérieuses et on doit se séparer de certaines bouches à nourrir,
Et à ce moment-là, on n'a pas du tout vu les chiens dans cette scène. Et moi, j'avoue que j'ai pas du tout pensé aux chiens. Mais je pense que c'est fait exprès. Les gosses eux-mêmes pensent que, Oui, bon, il y en a concernés, un quoi. des deux qui va être éliminé. Et à propos du chabrolisme ou potentielle noirceur du film, je me suis dit à ce moment-là, il y a comme si, à un moment donné, dans notre esprit, il y a l'idée un peu, terrible qui nous traverse. Ils vont tuer l'un des deux gosses puis on sait que l'un des deux est pas en fait le fils du père. Et peut-être le choix sera tout trouvé, surtout que l'autre est une génie du violoncelle en devenir. Donc, ça, c'est marrant. Et puis, un délinquant. et dans la même séquence, je crois peut-être juste avant, parmi en fait cette espèce de déluge d'images, de sons, d'effets, tout ça, le gosse dit ah mais du coup je vais profiter de Netflix parce que tant qu'on n'a pas résilié l'abonnement, et il y a le logo de Netflix, mais dans le fond, un peu dans la cacophonie, dans le bordel ambiant. Souvent je trouve le film est comme ça, il y a plein de choses à détecter, mais c'est enseveli, et voilà, il faut un peu chercher. C'est pour ça que t'as eu l'œil affûté sur le coup des chaussures. C'est bravo. Vous en pensez quoi de la scène d'ivresse? Bien. La scène d'ivresse. Donc la scène du troisième, plutôt vers la fin. troisième meurtre, quoi. C'est intéressant parce que c'est une scène où moi j'ai un peu pensé à Juré numéro 2, parce qu'il y a une espèce de... Avec une Eastwood. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a l'idée qu'il y a une question de crime, de culpabilité, mais sous-jacente, la question de l'alcoolisme et le fait que le personnage est sobre depuis quelque temps, et finalement, est-ce que c'est pas ça qui va plutôt acter qu'il a franchi pour sa partenaire une ligne rouge, quoi. Ouais, et cette idée dans le film d'Eastwood que finalement, même s'il est coupable, il n'a pas bu, donc il l'a pas tout à fait... voilà. Sauf qu'on l'a... Ouais, c'est vrai. Mais on l'a déjà vu boire dans le film, donc... Mais c'est pas si vrai, non, je crois pas, non. Il me semble pas, justement. Ah, il boit pas un Il me semble whisky qu'on quand il est comprend au bar. que... Non, justement, sa boit un femme jus de l'appelle et lui dit... Lui, il dit j'ai pris un jus de pomme. Mais il montre pas un... Mais je crois qu'il il montre le verre. montre, mais il me semble que c'est avant... Enfin, on le voit pas boire, en tout cas. J'ai pas fait attention. J'ai cru qu'il allait boire. Mais à ce moment-là, j'avais pas compris Peut-être qu'il allait boire, il mais... s'abstenait. Bon, Non, pour moi, justement, il y avait un truc de... Il faisait une maladresse. Enfin, il n'arrivait pas à... Elle était choquée de le voir dans un bar, et il lui dit non, t'inquiète pas, c'est un jus de pomme que j'ai commandé. Par contre, il y a un contre-champ où il montre l'étalage des bouteilles. Mais sur j'avais le pas bar, réalisé quoi. qu'il avait un problème avec Je crois qu'il a un verre d'alcool devant lui, mais qui lui montre un autre truc et que finalement il va pas jusqu'au... C'est partie des choses que j'ai... Ça va tellement vite. Oui, c'est clair. Et c'est pas toujours très net. Mais c'est sûr que la scène d'ivresse, ça doit faire partie des scènes où il y a plus de mitraille, entre guillemets, de plans, d'effets de style, etc. Et on alterne beaucoup même sur cette sorte de chant contre chant entre les deux comédiens. Il y a beaucoup de plans pour les filmer différemment, etc. Donc c'est à la fois une scène dont je me rappelle d'un plan, évidemment, c'est le plan de dessous de la shop qu'on voit dans le trailer, avec le petit verre à shot à l'intérieur qui finit par rebondir sur ses lèvres et retomber. Mais c'est la scène de là-dedans aussi, quand même. Ça. Mais en fait, j'en ai pas forcément des tonnes de souvenirs. C'est une scène qui m'a pas marqué. Moi, ce que j'aime bien, le beau plan où la caméra suit lui qui lève son verre, c'est un peu la bascule finale, finalement. Oui, non, mais t'avais raison de dire que finalement, il insistait sur ce moment-là. Oui, il finit par boire de l'alcool. Mais moi, ce que j'aime bien dans cette séquence, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, je trouve ça, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, c'est filmer une violence sociale, mais c'est à la fois très très flagrant, on la voit, et en même temps, c'est comique, mais c'est terrible aussi. C'est qu'il trottine à côté du SUV... Il y a ce plan où quand il arrive, voilà, il vient chercher le soir, et je trouve que c'est très très court comme plan, mais ça dit énormément de choses sur ce que c'est que le monde aujourd'hui, quoi. Il est là, et l'autre le fait même pas monter pour les 10 mètres, enfin je sais pas, 30 mètres avant d'arriver dans sa maison. Il marche à côté comme ça, tout petit, à côté de la grosse voiture. Enfin, on sent que c'est vers ça qu'il veut aller, mais il est encore exclu. Enfin, c'est vraiment un chien. Je trouve que c'est très très bien ces moments-là. T'as raison. C'est des petites choses, mais ça témoigne d'un regard quand même. C'est pas juste un cinéaste c'est pour ça que moi je terminerai, mais Wook, je connais vraiment pas bien ni l'un ni l'autre, mais ce que j'ai pas mis dans une balle dans la tête, c'est que je trouvais que c'était un film au fond, même s'il y a du lyrisme et une vérité des émotions pour les personnages. John Wood, voilà, le film qui est en ce moment au ciné, une balle dans la tête. Au fond, je trouve que c'est un film vraiment essentiellement sur le cinéma, sur où tout est très, très irréel, en fait fait pour nous amuser. Mais je sens très peu la concrétude des choses, l'authenticité des émotions. Et je trouve dans ce film-là, un peu comme dans Parasite, il y a aussi cette dimension, et je trouve que c'est très fort à mêler les deux. Voilà, c'est une qualité, à mon avis, assez rare du cinéma. Quand même. Non, je connais pas du cinéma, quoi. C'est à la fois c'est très populaire, mais en même temps ça touche des choses graves, et voilà, c'est... Turbo Moustache nous parle d'autre chose dans le chat. Il y a un élément du film que je n'ai pas vraiment élucidé, sur lequel Park Chan-wook insiste souvent. C'est l'armature tout autour de la maison. La maison apparaît presque comme une forteresse. Je ne sais pas si ça vous a interpellé aussi. Ben, honnêtement, pas du tout.
Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs sur l'architecture, Ouais. les surcadrages à travers les espèces de... Oui. Je sais pas comment appeler ça. Meurtrière. Ouais, meurtrières sur Oui, le toit. celle du toit par Ouais. lequel le fils regarde. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que le film insiste sur les contours de la maison. Notamment qu'il y a. Mais c'est vrai qu'elle a une tête peu, un peu... je sais pas... brutaliste, bizarre, un peu... Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que en fait, la maison, c'est marrant parce qu'au début, on la voit vraiment dans une nature broussailleuse, luxuriante. On a l'impression que c'est la jungle, enfin, c'est la campagne, tout ça. Et en fait, oui, c'est symbole de la réussite Ça, sociale. c'est clair. Non, mais et justement, Grande maison. et c'est vraiment la maison des bourgeois. Mais j'ai l'impression qu'elle était très isolée. Et en fait, à la toute fin du film, enfin vers la fin du film, on voit un plan en fait où on se rend compte que cette maison, elle est tout près Dans la ville. dans la quasiment. ville. On voit Mais- les barres d'immeubles. mais même les barres devant d'immeubles et tout qui ça. craignaient quoi. Et je trouvais que c'est très. D'ailleurs, plutôt au moment où on commence à se dire, il va retrouver sa position qu'il a perdue. Et en fait, il est. Enfin, je sais pas, j'ai rien à en tirer comme réflexion, mais je me suis dit, c'est curieux que finalement il nous montre en fait finalement la violence que lui a subie, enfin ou l'exclusion. Lui, la produisait toujours vis-à-vis des autres, ouais. vis-à-vis des autres depuis le début, quoi. C'est cette maison, elle est d'ailleurs son fils dès qu'il sort en vélo, il finit voilà dans les rues. Bon, c'est bref, c'est tout. J'étais assez surpris qu'il révèle ça un peu tardivement comme ça. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai envie de finir avec un commentaire YouTube rigolo que je vous partage Twitch. Hâte de lire l'article de Débordement ou du Rayon Vert sur l'ironie de prendre la matière analogique par excellence, le papier, pour faire un film dont la mise en scène est extrêmement numérique.